Salut Thomas, Salut Pablo, merci d'avoir accepté mon invitation. merci à toi. Thomas, tu es chercheur indépendant, spécialiste d'Israël et des territoires palestiniens, auteur entre autres en 2021 aux éditions La Découverte d'un ouvrage qui s'appelait L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël. Si je t'ai invité, c'est pour parler de ce qui se passe justement en Palestine. Avec une première question, est-ce que selon toi, aujourd'hui, l'action d'Israël et tout particulièrement des forces de défense israéliennes à Gaza est justifiée eu égard à ce qui s'est passé le samedi 7 octobre? En date du 31 octobre, le dernier décompte en Israël fait état de 1300 victimes. On en a 238 otages israéliens dans la bande de Gaza et sur ces 1300 victimes, on a à peu près 330 membres des services de sécurité. C'est-à-dire que l'essentiel sont des civils. Sur ça, Israël peut avoir un droit et même un devoir de protéger ses citoyens, mais ça ne doit pas être fait en dehors de deux conditions. La première, c'est que la réponse entre guillemets soit proportionnée, et la deuxième, c'est que ça ne doit pas aller à l'encontre des droits des autres civils. Or, à l'heure où on parle, encore une fois, on en est à 8305 victimes dans la bande de Gaza, dont à peu près 40% sont des enfants. On a 200 écoles qui ont été touchées, on a 29 centres de santé qui ont également été touchés, on en est à 7000 blessés, 1,4 million de déplacés, je m'arrête là pour les chiffres macabres. Donc il faut être très clair, tout cela est absolument injustifiable. C'est injustifiable d'abord parce qu'on ne répond pas à un crime de guerre perpétré sur son sol par l'extermination d'une population. Et je mesure bien ce que je dis là puisque les juristes en charge de ces questions mentionnent clairement l'idée qu'il y a un nettoyage ethnique en cours, voire même des pratiques génocidaires, voire même un génocide qui est ici présent. Je pense que ça nous renvoie surtout à ce qui s'est passé cet octobre. On était plusieurs à l'époque, déjà il y a 3 semaines maintenant, à dire toutes les personnes qui affirment un soutien inconditionnel à l'État d'Israël sans avoir aucun mot pour le sort des Palestiniens sont en train de valider une politique qui va être dévastatrice. Il faut se rappeler les propos qui ont été mentionnés par les dirigeants israéliens au lendemain de cet octobre. On a parlé d'animaux humains dans la bande de Gaza. On a parlé du fait qu'il n'y avait pas de civils innocents à Gaza. On a parlé du fait que... notamment les membres du gouvernement israélien. C'est ça. On a parlé du fait que il n'y avait pas l'idée d'avoir des actions précises, mais de faire des dégâts dans la bande de Gaza. Ça, c'est l'armée israélienne qui l'a dit. Tout ça nous a amené finalement à l'idée que on n'allait pas aller dans la bande de Gaza forcément avec un but de guerre précis, mais d'abord pour faire mal, pour montrer à quel point est-ce que la réponse allait être dévastatrice. Et là, on est face à un rouleau compresseur israélien dont on ne voit pas la limite et où le droit à la défense invoqué par Israël ne tient pas. Il ne tient pas parce qu'il n'est pas proportionné, ça c'est très clair. Il ne tient pas parce qu'il ne prend pas en compte les civils gazaouis, ça c'est très clair aussi. Et surtout, il ne tient pas pour une raison, c'est que la politique israélienne se fonde sur le droit à la défense depuis toujours, au détriment du sort des Palestiniens. Blocus sur la bande de Gaza, occupation militaire, séparation, création d'un mur, de checkpoint, tout cela en ne respectant pas les droits des Palestiniens. Logique évidemment d'une politique israélienne qui a pour objectif le contrôle et la sécurité totale des populations palestiniennes dans les territoires que Israël a sous sa main. Tu as dit tout à l'heure, on a l'impression que rien ne peut arrêter Israël et les forces de défense israéliennes dans leur action, notamment dans la bande de Gaza. Est-ce que, d'après toi, la communauté internationale est susceptible au bout d'un moment, dire bon bah là c'est trop, de s'énerver, de menacer Israël de sanctions, ou est-ce qu'elle est condamnée à de molles contestations, parce qu'il y a quand même des contestations, hein. Enfin, je veux dire, même Joe Biden, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, dès le début, même s'ils ont affirmé le droit d'Israël à se défendre, ont toujours rajouté dans le cadre du respect du droit international et du droit international humanitaire. Dans les faits, on a un peu l'impression effectivement que ce n'est pas respecté. Est-ce que, d'après toi, cette communauté internationale a des moyens, a des leviers qu'il pourrait actionner pour essayer de faire changer le mode d'action d'Israël? Ce qui est certain, c'est que là, il faut être
clair sur le fait qu'Israël est complètement isolé sur la scène internationale. Les résolutions à l'ONU le montrent bien. Israël bénéficie d'un espèce de blanc-seing ou d'impunité, notamment par le soutien des États-Unis, qui a été réaffirmé encore récemment, et malheureusement par une grande partie des pays européens, l'Union européenne étant encore et toujours dans des invocations dans le fait qu'Israël devait respecter le droit humanitaire comme tu l'as précisé, mais dans l'action, ça ne fait rien. Et je crois qu'il faut mesurer à quel point est-ce que cette impossibilité, cette incapacité, ce refus des dirigeants de l'Union européenne comme de l'Amérique du Nord de mettre en application des politiques strictes, voire même pourquoi pas des sanctions, légitime l'idée au Moyen-Orient qu'il y a un deux poids deux mesures et qu'il y a un double standard diplomatique. C'est-à-dire que pour certains pays, on va aller vers des sanctions et une criminalisation, et pour d'autres, au contraire, on peut tout laisser faire. Et c'est ce tout laisser faire-là qui fait que la situation sur le terrain, elle pourrit, et qui fait que on a des populations palestiniennes qui sont tentées à un moment donné de se dire que finalement, eh bien, puisque la voie diplomatique n'a pas fonctionné, puisqu'on n'est pas entendu au niveau des grandes instances internationales, eh bien, la voie et le recours à la lutte armée doit revenir comme au premier ordre, si vous voulez, de la lutte palestinienne. Et c'est ça actuellement ce à quoi on fait face. Tu as parlé de génocide et de processus génocidaire en cours à Gaza. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que de la part de l'État israélien actuellement, il y a une volonté de éradiquer complètement les Palestiniens? J'entends ce que tu dis sur la question de la revanche aveugle, la revanche violente, la revanche en dehors du droit international humanitaire, mais parler de génocide ou de nettoyage ethnique, ça sous-entendrait qu'ils veulent quoi? Qu'ils veulent supprimer les 1,5 milliard d'Arabes qui existent autour d'eux? Alors, il faut rappeler quand même que ces questions de nettoyage ethnique ou de génocide ne prennent pas en compte une disparition et une élimination totale, mais même en partie. Dans la bande de Gaza actuellement, les bombardements sont complètement indiscriminés. On l'a vu, je répète, 8300 victimes, dont au moins 60% de femmes et d'enfants. Mais à cela s'ajoute un autre aspect. C'est notamment la punition collective qui est infligée aux Gazaouis, où on a l'entrée ni de nourriture, ou du moins avec un corridor humanitaire qui est très limité. Donc il y a une punition collective qui leur est imposée, où l'objectif est de les étouffer. Et là, vraiment, je reprends les propos des ONG qui sont sur place, qui font état d'une situation qui n'est plus tenable. C'est-à-dire qu'on veut véritablement marquer la totalité de la population, qu'elle soit combattante ou non combattante, comme des responsables de cet octobre. Et là, on a effectivement une politique qui vise les civils comme les combattants et dont on peut s'ouvrir, c'est ce que les juristes disent, à ces définitions que tu as mentionnées. Cette notion de nettoyage ethnique ou de dynamique génocidaire, est-ce que d'après toi, elle est née à partir du 7 octobre ou déjà elle était en germe avant le 7 octobre dans la politique que menait Israël vis-à-vis des territoires palestiniens? Alors, avant le 7 octobre, les rapports, et c'est intéressant que tu mentionnes ça, faisaient état, il faut le rappeler, d'un régime d'apartheid qui s'étendait de la Méditerranée jusqu'au fleuve Jourdain. Il faut rappeler que le régime d'apartheid peut être qualifié de crime contre l'humanité. Ça, c'est important de le rappeler. Mais ce n'est pas génocidaire, hein, forcément. Non, c'est encore autre chose. Mais avant le 7 octobre, il y avait absolument aucune perspective de paix possible, ça il faut bien le mentionner et l'avoir en tête. À titre d'exemple, entre le 1er janvier et le 6 octobre, on en était à 234 Palestiniens tués, dont 114 civils. On avait 320 attaques de colons qui avaient été recensées sur des civils palestiniens. Donc autant dire que la pression était absolument énorme. Le blocus sur Gaza était étouffant. Faut rappeler que dans Gaza, avant le 6 octobre, parce qu'aujourd'hui je pense que c'est encore pire, on avait 80% de la population de Gaza qui vivait sous aide humanitaire, qui en était complètement dépendante. Bien. Aujourd'hui, la question, c'est depuis 3 semaines de voir à quel point est-ce que sur l'ensemble des territoires, je dis bien l'ensemble des territoires que contrôle l'État d'Israël, il y a une politique qui fait sens. Cette politique qui fait sens, elle va, dans la bande de Gaza, on l'a décrite, mais également en Cisjordanie, vers une expulsion depuis 3 semaines à marche forcée d'habitants, des attaques de colons de plus en plus violentes et surtout des vidéos, des images qui circulent de scènes d'humiliation sur des populations civiles palestiniennes, des personnes qui sont tuées. On en est à plus de 110 Palestiniens qui ont été tués depuis le 7 octobre en Cisjordanie. Il faut mesurer à quel point est-ce que la violence elle est absolument énorme. Et en Israël même, on a, alors là c'est pas forcément une volonté gouvernementale, on va bien être précis, mais il y a des scènes assez incroyables qui sont faites sur
Par exemple, récemment dans la ville de Netanya, on a eu l'extrême droite qui a tenté de faire une attaque contre un dortoir où étaient des étudiants palestiniens qui y logeaient. On a eu une soirée qui est organisée par des collectifs arabes et juifs pour la paix qui a été interdite. Donc on a là vraiment un phénomène, je pense, qui est général, qui est que l'État d'Israël essaie, au lendemain du 7 octobre, de mener une politique sur tous les fronts afin de changer la donne, d'amener une nouvelle donne qui serait, en tout cas, de réduire à néant ou au silence la cause palestinienne. Le système électif israélien, c'est de la proportionnelle intégrale qui fait que du coup tu peux avoir avec des coalitions un peu bizarroïdes des gens qui arrivent à conserver le pouvoir. C'est un peu le cas de Netanyahou, hein, qui a fait quand même des coalitions pour rester au pouvoir parfois un peu baroques. Est-ce que la population parce que tu as travaillé là-dessus dans ton précédent bouquin. Est-ce que la population israélienne est vraiment à l'image de son gouvernement et profondément anti-arabe? Alors, en tout cas, si elle n'est pas profondément anti-arabe, ça je ne le crois pas, je pense qu'elle est profondément empreinte d'une pensée qu'on peut qualifier de coloniale, c'est-à-dire avec l'idée d'une supériorité et d'une légitimité de sa supériorité. C'est-à-dire le fond que, quelque part, c'est tout à fait logique que dans cet État d'Israël, qui est proclamé depuis maintenant 2018, loi État-nation du peuple juif, qui explique que c'est un État où les populations juives doivent avoir davantage de droits et de privilèges que les autres, eh bien, c'est normal qu'on bénéficie de ce statut-là. C'est normal que les autres qui ne sont pas du groupe national juif n'aient pas les mêmes droits et n'aient pas le même droit à la parole que les autres. Là-dedans, on voit actuellement pointer depuis 7 octobre, effectivement, des critiques de plus en plus acerbes contre Netanyahou. Pour autant, je pense qu'il faut être très prudent. Ça ne veut absolument pas dire qu'on a un retour dans une espèce de camp de la paix israélien. Je pense que Israël, et je l'ai montré dans mon ouvrage, est un pays qui s'est droitisé de manière claire depuis des décennies sur des enjeux avant tout structurels. Alors évidemment, chaque élection a ses propres enjeux, mais il y a aussi des vagues de fond qui font que la droitisation est profonde en Israël. Et on voit actuellement que les personnalités politiques qui émergent contre Netanyahou depuis 7 octobre ne sont malheureusement pas, et il faut être très clair sur ça, des personnalités qui ont en tête l'idée de partager des valeurs communes en humanité ou en paix avec les Palestiniens. Il y a au contraire l'idée de devoir, comme je l'ai dit, amener une nouvelle donne, s'il le faut par la force, mais en tout cas en étouffant une grande partie de cette population palestinienne qui réclame pour autant ses droits. Donc là, on parlait du côté d'Israël, et maintenant du côté... Donc, tu nous parles d'une droitisation de la société israélienne et une extrême droitisation de son gouvernement. Du côté palestinien, il se passe, la société est aussi en mouvement et aussi dynamique. Aujourd'hui, la proposition de communication d'Israël, c'est de dire, en gros, regardez, le Hamas, c'est tous les Palestiniens, tout ça, c'est un peu pareil. Du coup, c'est pour ça qu'on légitime nos bombardements de cette façon-là. Est-ce que toi, tu partages cet avis? Est-ce qu'il y a un soutien massif de la population palestinienne, mais surtout gazaoui? Est-ce qu'ils soutiennent le Hamas dans son action? Est-ce qu'ils considèrent que le Hamas est, comme on a pu l'entendre, y compris dans le débat français, une force de résistance? Ou est-ce qu'ils les considèrent comme des terroristes qui usurpent la lutte palestinienne pour essayer d'avoir un État palestinien digne de ce nom? Comment tu te situes par rapport à ça? À la veille du 7 octobre, il est évident que dans la bande de Gaza, les populations qui étaient sous le règne autoritaire du Hamas en souffraient. Et on a plusieurs voix qui se faisaient entendre, des associations, des collectifs, des gens qui essaient de manifester contre ça. Pour autant, les Palestiniens sont très lucides sur la réalité de leur oppression. C'est-à-dire que le Hamas, c'est une chose, mais pour autant, le blocus sur la bande de Gaza, c'est l'État d'Israël qui le met en place, avec la collaboration du régime égyptien. En Cisjordanie, on a l'autorité palestinienne qui est dans une dérive autoritaire également, mais pour autant, les Palestiniens dans Cisjordanie, tout en étant très critiques de Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne, sont aussi conscients de la réalité de l'occupation et de la colonisation qui est mise en place par le gouvernement israélien. À partir de là, je pense que les Palestiniens ont vu, en tout cas dans 7 octobre, du moins dans sa première phase, c'est-à-dire la phase militaire d'avancée sur le sol israélien, l'idée d'une espèce de... on montre qu'on est capable, nous aussi, de se relever et de se battre et de renouer avec cette espèce de lutte armée. Je ne crois en revanche pas qu'il y ait de
soutien ou solidarité avec les massacres sur les civils qui ont été perpétrés, ça je n'y crois pas. Et là-dedans, la question centrale qui va être maintenant au cœur de la question palestinienne, c'est comment faire au lendemain de 7 octobre pour renouveler ce mouvement national palestinien. Pour être très clair, jusqu'au 7 octobre, il était souvent question, même en Israël, au sein des gauches israéliennes, de comment faire en sorte de faire comprendre que le Hamas, sans être absolument un parti avec qui on veut discuter, avec qui on a des acquaintances communes, c'est un parti qui fait partie du champ politique palestinien, qui est considéré par les Palestiniens comme une force de son mouvement national palestinien, qui est une organisation qui, pour les Palestiniens en tout cas, fait partie de la résistance palestinienne. Donc dans ce cadre-là, on ne peut pas faire sans. Il faut forcément qu'on ait à un moment donné le Hamas dans une manière ou d'une de la solution entre Israéliens et Palestiniens. Je ne vois pas comment ça peut être tenable depuis 7 octobre. Pour autant, il est clair actuellement que dans la vie politique palestinienne, il n'y a pas de remise en question de la place du Hamas politiquement. On a vu dans les manifestations dans plusieurs villes palestiniennes que les drapeaux du Hamas sont toujours brandis, et parce qu'il y a l'idée que la centralité de la question de 7 octobre, ce n'est pas ce qui a été fait sur Israël, c'est l'historicité du conflit israélo-palestinien qui n'a toujours pas été réglée. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est l'idée que, en fait, si on veut arriver à une sécurité commune israélien et palestinien, il faut que les droits de chacun puissent être respectés. Sinon, on risque de renouveler les humiliations, les colères, les haines, et donc d'avoir de nouveau 7 octobre à l'avenir, ce qu'évidemment, personne ne souhaite. Ta grille de lecture, d'ailleurs, que je partage, c'est la grille de lecture coloniale, avec notamment cette question, la question politique, la question des territoires. Est-ce que la question religieuse est une question qui est aussi importante? Je te dis ça parce que le Hamas est un mouvement nationaliste de libération de la Palestine, mais c'est aussi un mouvement islamiste, que le mode d'action qu'ils ont utilisé le 7 octobre ressemblait à s'y méprendre à ce que pouvaient faire des groupes d'action islamiques non nationalistes comme le djihad islamique ou Daesh. Je veux dire, tuer des femmes, les violer, je sais pas quoi, les filmer, attaquer des fêtes, tout ça, c'est des trucs qu'on voyait plus du côté de Daesh que du Hamas. Est-ce que, d'après toi, il y a une... J'ai lu dans Mediapart, c'était Fabien Escalona qui en faisait part, qui disait... on parlait du choc des civilisations comme étant un mythe qui était complètement inopérant pour expliquer le monde. Et là, hélas, il est en train de devenir une réalité. Alors, il y a plusieurs questions dans ce que tu poses. Je pense d'abord que dans un territoire où on a une ville comme Jérusalem qui est 3 fois sainte pour les 3 grands monothéismes, on ne peut pas nier que la question religieuse elle a un impact. Ceci étant dit, et c'est ma grille de lecture, les dynamiques religieuses viennent se greffer sur un pourrissement des problèmes politiques et territoriaux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans une dynamique où sur le terrain rien n'est réglé territorialement, politiquement, au niveau sécuritaire, comme on l'a expliqué, eh bien certaines dynamiques religieuses viennent se greffer pour mobiliser les gens. En Israël, ça se mobilise comment? Ça se mobilise par le fait d'invoquer, par exemple, la Bible pour justifier la colonisation en Cisjordanie, pour que ça ne soit jamais remis en cause. Et on l'a vu récemment, récemment en tout cas, lorsque des députés français parfois viennent visiter l'État d'Israël, du moins des députés qui sont plutôt amis de l'État d'Israël, ils vont rencontrer différentes associations qui leur expliquent que la colonisation, eh bien, c'est justifié par rapport à des raisons religieuses, bibliques, etc. Sauf que là, on est dans un engrenage complet puisqu'on ne s'en sort pas. Côté palestinien, il faut être clair aussi que ce ne sont pas que des musulmans chez les Palestiniens, il y a aussi des chrétiens, il y a aussi des gens qui ne sont pas croyants aussi, il faut le rappeler aussi. Ceci étant, effectivement, on a eu une dynamique religieuse que le Hamas représente très bien dans l'idée de dire que, eh bien, on a mobilisé pendant des décennies le nationalisme arabe, le panarabisme, pour essayer d'invoquer la cause des Palestiniens. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer d'invoquer autre chose qui serait une espèce d'humiliation des musulmans en Palestine. Je pense pour autant, et là, il faut être clair, quand on reprend les arguments, les discours que le Hamas a mentionnés depuis 7 octobre dans ce qui l'a amené à faire cette opération innommable et inexcusable. Les arguments ne sont pas des arguments religieux, absolument pas. Ce n'est même pas des arguments à l'encontre des populations parce que juives. Les arguments, c'est d'abord de dire
qu'on a été contraint de faire ça parce que la situation devenait intenable et absolument étouffante. C'est les arguments du Hamas. Je ne dis pas que c'est les miens, je dis qu'en tout cas, il faut les rappeler parce qu'il n'y a pas de raison religieuse dans ce qu'ils mentionnent. Il y a l'idée aussi de dire qu'ils voulaient mettre un terme à la normalisation d'Israël avec différents États arabes en montrant qu'on ne peut pas solder, voilà, on ne peut pas solder la question palestinienne aussi facilement que ça. Bien. Maintenant, tu en viens à la question du choc des civilisations. Je pense que là, on est face également à un véritable piège qui nous est tendu, qui est celui de faire croire que finalement, il n'y a pas d'autre solution là-dedans qu'un affrontement et celui qui sera encore vivant, si tu veux, aura gagné. Il faut rappeler, je pense, que dans tous les conflits, la lecture doit être avant tout profane. Je pense que les acteurs, même les acteurs les plus, qui mettent en avant leur religiosité la plus forte, doivent avant tout être vus comme des acteurs politiques. Et qu'en fait, quand on politise les questions, on se rend compte que les enjeux sont beaucoup plus profanes et clairs à saisir. Ceci étant, j'ai vu aussi, moi, circuler les avis comme quoi on a quelque part un Hamas égale Daesh. J'entends que dans la pratique et dans ce qui a été fait sur les populations civiles, les actes se ressemblent. C'est clair, les actes se ressemblent. Mais ça oublie, à mon avis, quand on dit ça, l'historicité du conflit israélo-palestinien, des rapports coloniaux entre Israéliens et Palestiniens, et le fait, comme tu l'as mentionné, que le Hamas est une organisation dont la dynamique est avant tout nationaliste. Ça n'empêche que les actes en eux-mêmes peuvent se ressembler et sont choquants et doivent nous interroger sur l'avenir. Et là, je demande que des chercheurs, des grands reporters puissent s'y pencher pour essayer de comprendre justement ce qui s'est passé le 7 octobre et pourquoi, et ça c'est la question centrale, hein, beaucoup de journalistes se la posent, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de massacres sur des civils? Ceci étant, là, je pense qu'on se vautre, si tu veux, quand on va vers des simplifications, des raccourcis qui nous font perdre de vue que non, on n'est pas dans un processus où l'éradication du Hamas est la solution centrale, on est dans un processus où la question coloniale, d'occupation, de blocus doit être au centre du débat pour amener une paix et une sécurité entre les deux populations. Dans sa livraison du mois de novembre, le Monde diplomatique a publié un grand dossier auquel tu as participé qui s'appelle l'embrasement, virgule, et après, point d'interrogation. Toi, tu t'es posé la question de la solution à deux États. Alors, c'est marrant, enfin, c'est pas marrant, mais dire solution à deux États, aujourd'hui, et même avant le 7 octobre, est-ce que ça te paraît cohérent? Parce que moi, j'ai plus trop l'impression, et j'avais même avant le 7 octobre, qu'il y avait une solution à deux États possible. Avant 7 octobre, de toute façon, il n'y avait ni processus de paix, ni négociation. Il faut le rappeler, parce que certains expliquent qu'il faut revenir aux négociations. Il n'y avait pas de négociation qui existait. Il n'y en avait pas parce que, deux raisons principales à mon avis, côté israélien, le gouvernement n'en veut pas, d'État palestinien, ni de processus politique favorable aux Palestiniens. Et côté palestinien, eh bien, il y a une absence totale de leadership. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit le Hamas quelque part aujourd'hui incarner de manière fausse, à mon avis, l'avenir des Palestiniens, parce qu'il y a une absence totale de représentativité des Palestiniens. Bon. Depuis le 7 octobre, je pense effectivement que les débats sur un État, deux États sont beaucoup trop précoces, c'est un grand moment en tout cas, n'ont pas lieu d'être, ils ne sont pas opérants, dès lors que sur le terrain, il n'y a pas au minimum de consensus sur le respect des civils et le respect et la légitimité de l'autre à vivre là. C'est-à-dire que on peut penser deux États si on est d'accord pour dire que l'autre a droit d'être là et que moi j'ai le droit d'être de mon côté. Pour l'instant, ça n'existe pas parce que les sociétés, et notamment la société palestinienne, a été tellement étouffée et marquée par un processus de spoliation et de colonisation qu'elle en vient à rejeter même le droit des Israéliens à être présents, en tout cas de pouvoir revendiquer cette terre-là. Et c'est un jeu de toute façon qui se renvoie à la balle. Et d'un autre côté, si je puis me permettre, du côté israélien, moi j'en parlais avec des franco-israéliens qui me disaient c'est la première fois depuis le 7 octobre que je me dis que déjà, d'une part, le territoire de l'État israélien n'est plus un endroit, comment on dit, un foyer juif dans lequel on pourrait se réfugier parce qu'il y aurait de l'antisémitisme partout dans le monde. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, le droit à l'existence d'Israël
a aussi mis été en péril. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as des Israéliens qui se disent mais en fait, on va être rayé de la carte. Enfin, je veux dire, c'est une réalité. On peut être rayé de la carte. Donc, dans les deux cas, effectivement, tu as une fragilité, même si je suis pas en train de mettre à égalité, mais je dis juste que dans les deux cas, il y a une fragilité sur l'existence même, en fait, de la possibilité de vivre sur son territoire en tant que Palestinien ou en tant qu'Israélien. Oui, parce qu'on a fait croire aux populations israéliennes qu'elles pourraient être en sécurité au détriment des autres. Voilà. On leur a fait croire qu'en fait, on pouvait tout à fait assurer une sécurité à 7 millions de populations juives au Proche-Orient, même si les 7 autres millions d'Arabes palestiniens entre la Méditerranée et le Jourdain, eux, ne sont pas en sécurité. Ben, en fait, on voit bien que c'est impossible. Et là, l'équation, elle est totale. Pour revenir à la question du processus de paix qui, de toute façon, n'existait pas avant le 7 octobre, du coup, on fait comment aujourd'hui? Alors, je veux dire, parce que quand même, on est dans un embrasement, pour reprendre les mots du monde diplomatique, bon, dont acte. Le problème, c'est que pour sortir de l'embrasement, il faut poser un horizon, poser et dire aux différentes parties prenantes, dire bon bah voilà, on va pouvoir aller par là. Si personne ne voit d'horizon, alors il n'y aura jamais de possibilité de calmer l'embrasement. Alors, il est clair que là, à l'heure qu'il est, je ne crois pas qu'il soit le moment de débat de un État, deux États, trois États. Ce n'est pas la question. La question centrale, c'est d'abord l'urgence humanitaire dans la bande de Gaza et l'arrêt immédiat des bombardements et d'un cessez-le-feu et de négociations pour la libération des otages israéliens et en retour de prisonniers palestiniens. Maintenant, si on veut penser le cadre politique et un horizon politique, il faut bien éviter de retomber dans le piège qui a mené à l'échec d'Oslo. C'est-à-dire de croire qu'on pouvait mettre Israéliens et Palestiniens face à face, d'égal à égal, entre guillemets, et qu'ils arriveraient à un accord. Une espèce de séparation à l'amiable. Parce que si on refait ce processus-là et qu'on pense, comme certains le disent, qu'en fait, deux États, c'est très simple, on trace une frontière et on partage des territoires. Non. Ça fait perdre de vue le fait que les Palestiniens sont soumis depuis des décennies à un processus colonial, qui est un colonialisme de peuplement mené par l'État d'Israël, et qui ne constitue et qui ne s'appuie pas seulement sur des constructions de colonies. Ça s'appuie aussi sur une dépossession matérielle des Palestiniens, sur une absence pour les Palestiniens d'accès aux moyens de production, d'accès aux ressources naturelles. Ça veut dire que même si demain on met un État pour les Palestiniens, s'ils n'ont pas de redistribution de richesses, de retour en justice pour accès aux ressources naturelles, à une forme réelle de souveraineté, on va simplement recréer un État où les discriminations et l'injustice va perdurer. C'est quelque part la question et les questions que nous posent les modèles sud-africains ou amérindiens, par exemple. C'est-à-dire que le fait de vouloir penser un cadre institutionnel avant de penser une redistribution et une justice pour les populations qui ont été spoliées. Et là, je crois qu'on est face à un défi de l'histoire qui va nous amener sur un long terme, évidemment, de réflexion, mais qui doit nous mobiliser tous et toutes et de ne pas tomber dans un piège qui nous ferait voir qu'en fait, il suffit de plaider de ses voeux pour un État ou deux États et que ce sera la meilleure des solutions. Il y a d'autres processus avant qui vont devoir être mis en place pour qu'on puisse enfin espérer un nouvel horizon politique. Et je crois que cela, Pablo, ne peut pas être fait sans implication de la communauté internationale et de différents États dans le monde, qui soient notamment du fameux Sud global ou de l'Union européenne, où là, il y a un vrai rôle à jouer de refonte complète de la pensée politique au Proche-Orient, évidemment, en écoutant les volontés des uns et des autres. Mais là, la question, je pense, est pour bien plus tard. Oui, parce qu'en plus, il va falloir repenser nos structures de la communauté internationale qui aujourd'hui sont complètement inégales et inopérantes. Et inopérantes, parce que précisément, le Sud global est très mal représenté dans les structures. On a toujours ce droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, etc., qui pose énormément de problèmes. J'ai une dernière question. Tu as parlé de ces horizons politiques. Qui peuvent être les acteurs de la construction de ces horizons politiques de paix. Quand je dis de paix, c'est paix avec la liberté, hein, parce que la paix sans liberté, c'est juste de l'ordre, c'est de la merde. Et sans justice surtout. Et sans justice, exactement. Donc je mets tout ça dans le mot paix. Qui peuvent être les acteurs? Tu vas me dire, bon bah les peuples. Bon, d'accord, très bien. Mais comment aujourd'hui est-ce que tu vois des acteurs? Bon, les acteurs principaux pour politique, c'est l'autorité palestinienne et le Hamas du côté palestinien. Du côté israélien, c'est le gouvernement. Est-ce que c'est avec ça, avec ces trois
trois acteurs, par exemple, qu'on va pouvoir construire les horizons dont tu parles? Côté palestinien, on a une jeunesse palestinienne qui, depuis longtemps maintenant, fait preuve d'une vivacité d'esprit, d'une révolution politique qui est à souligner et qui est à soutenir. Le problème, c'est qu'elle fait face à des institutions qui sont gangrénées par une forme de corruption, par également une forme quasi de gérontocratie, où on ne laisse pas vraiment de place à ces jeunes-là. Et il faut rappeler aussi que les Palestiniens, en 2021, ont été victimes de l'interdiction de 6 ONG, parmi les plus actives dans la défense des droits humains, par une décision israélienne, alors même que ces ONG étaient parmi les plus représentatives du champ politique, ou en tout cas du champ de défense des droits des Palestiniens. Il y a un vivier de futurs leaders dans la population palestinienne, c'est à eux de les choisir, ce n'est pas à nous, ça il faut bien le mentionner. Et c'est également à la communauté internationale de pouvoir les soutenir financièrement, en leur donnant la parole, en les écoutant. Côté israélien, je crois qu'il ne faut pas attendre dans l'immédiat de renouveau quelconque d'une forme de gauche, même si je continue, moi, à étudier, à regarder ce qui se passe au niveau de cette fameuse gauche anticoloniale et arabo-juive. Mais là, à l'heure actuelle, l'émotion est telle en Israël par rapport à ce qui s'est passé cet octobre que je ne vois pas de place pour cette voie-là. Mais excuse-moi, mais il n'y a pas une émotion aussi de la part du côté palestinien? Parce que, genre, comme tu l'as rappelé à juste titre, il y a déjà plus de 8000 morts du côté palestinien, dont de nombreuses femmes et enfants. Ce chiffre, a priori, et c'est terrible de le dire, mais ne va faire qu'augmenter dans les jours et dans on les pense semaines qu'il à est même venir. sous-estimé. Et on pense qu'aujourd'hui, il est même sous-estimé. Ça va créer aussi de l'émotion du côté palestinien. Et Dieu sait si l'émotion est mauvaise conseillère. Ah, mais tout à l'heure, Pablo, j'ai expliqué. Tout à l'heure, non, mais tout à l'heure, tu me parles de la jeunesse, mais la jeunesse, admettons, tu prends un garçon ou une fille qui a 20 ans et qui a grandi gazaoui et qui a grandi pendant 20 ans, en fait, dans le territoire de Gaza. Genre, mais c'est quoi en fait son horizon? Enfin, je veux dire, c'est terrible. Oui. Quand on parle déjà, les Français et les Françaises, on leur dit oui, quand ils ont vécu 3 mois de Covid, soi-disant, ça les a complètement fucked up le cerveau. Mais alors, si t'as vécu pendant 20 ans de blocus, c'est quoi l'état de... Enfin, j'ai du mal à comprendre. Je comprends l'envie que t'as de dire, bon, bah, cette jeunesse, il y a des leaders, etc. dedans, mais c'est terrible en fait ce qui lui arrive depuis 20 ans et c'est terrible ce qui lui arrive depuis encore pire depuis le 7 octobre. Bien, en fait, on ne pourra pas faire l'économie de s'intéresser profondément à ces nouveaux acteurs-là. J'entends maintenant ce que tu dis. Il n'empêche que si on veut tracer un horizon d'avenir, ça va passer par là. Oui, mais aussi du côté israélien, c'est ça que je veux dire. Mais je crois en fait justement là qu'on ne doit pas perdre de vue qu'on est face à un conflit où les rapports sont complètement asymétriques. C'est-à-dire que dans la population palestinienne, on sait penser le temps long qui a été celui de l'oppression, des générations qui ont transmis cette question de la lutte, et actuellement, le traumatisme de ce qui se passe dans la bande de Gaza ne va pas permettre dans l'immédiat évidemment de penser à un nouvel horizon, c'est clair, mais je crois profondément dans la capacité de cette jeunesse-là en tout cas à s'y investir si on lui donne l'opportunité et surtout si on la protège. C'est-à-dire qu'en gros, si la communauté internationale n'est pas absente au rendez-vous de la protection de cette jeunesse palestinienne, et pour l'instant, elle l'est malheureusement. On le voit. Dans la bande de Gaza, les personnes qui meurent sont avant tout des enfants et des mineurs. En Cisjordanie, c'est des mineurs, des adolescents qu'on assassine et qu'on tue. Il faut être clair sur ça. A l'inverse, si je parle également de l'émotion côté israélien, si je n'y crois pas dans le renouveau d'une gauche ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on a profondément un sentiment colonial qui est imprégné, un sentiment de supériorité, un sentiment dans l'idée de dire que nous sommes innocents, on nous a attaqués, on ne sait pas pourquoi. Et à un moment, Pablo, il faudra parvenir à mettre un coup d'arrêt à la politique coloniale israélienne pour démontrer que la communauté internationale ne peut pas accepter ça et que le soutien dont bénéficie actuellement Israël ne peut pas perdurer et met en insécurité également sa population. Eh bien, écoute Thomas, on continuera à suivre ça avec attention et à espérer que la paix, avec la justice et la liberté qui sont inclus dans ce concept, puisse avoir un avenir dans les territoires palestiniens et globalement dans tout le Proche-Orient. Merci Pablo. Merci Thomas.